Translations for the housekeeping rules. Right, next slide, please. Ici, vous avez vu les règles par rapport à l'interprétation. Et maintenant, nous arrivons au début de cette session. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un court message par rapport à notre code d'engagement. Merci de respecter la confidentialité, écoutez de façon active cette session, soyez ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Et s'il vous plaît, gardez votre micro éteint si vous ne parlez pas. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui dans cette session. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pendant les 90 minutes qui viennent, nous sommes ravis d'avoir plusieurs intervenants exceptionnels et nous allons nous focaliser sur 3 exemples différents pour montrer la valeur ajoutée de la collaboration entre l'éducation et la protection des enfants. Cela correspond à l'objectif 3 de notre stratégie 2020-2025. Ça s'appelle un appel de clairon. Appel au clairon, la centralité des enfants et la protection au sein de l'action humanitaire. Nous savons que nous ne pouvons pas réaliser la protection des enfants dans le cadre humanitaire en utilisant seulement un secteur. Et nous savons également que les enfants ne vivent pas leur vie en suivant une perspective très fermée. Donc, il faut avoir une approche multisectorielle. Le bien-être des enfants est priorisé au sein de cette collaboration et aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs experts incroyables qui vont parler de différentes interventions intégrées, les impacts de ces approches et les leçons apprises. Ici, sur cet écran, vous pouvez voir la liste de nos différents intervenants. Alam Ahmed, qui est directeur de programme d'éducation au sein de la Fondation nationale pour le développement et la réponse humanitaire. Sundus Badoui, responsable pédagogique au sein de l'initiative Abjad. Sarah Mabjer, qui est conseillère technique en protection des enfants au Comité international de secours. Kunja Mayubila, qui est coordinatrice en protection des enfants aussi au Comité international de secours. Et enfin, Paul Bagambe, qui est directeur de l'éducation intégrée et de la protection des enfants au Comité international de secours. Ils vont nous présenter leurs différents contextes et les exemples d'intégration. Puis, il va y avoir une discussion. Et à la fin de la session, il y aura une session questions et réponses. Tout d'abord, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, nous avons plusieurs vidéos des différentes organisations pour vous donner un aperçu de qui ils sont et ce qu'ils font.
Bonjour, je suis Sundus Badawi de l'initiative Abjad pour l'éducation. عم نتشارك مجموعة صور لأطفال أبجد. Ce que nous voyons là, ce sont des photos des enfants de Abjad. Alors, ces enfants ne sont pas partis faire du camping, ils ne s'adonnent pas non plus à un jeu de rôle. Ils sont, en réalité, ils assistent à une séance pédagogique. في حدا عنده فكرة بأي مكان من العالم عم يتم تقديم التعليم لهدول الأطفال؟ في سوريا وتحديدا Ces enfants ont accès à l'éducation en Syrie. Il s'agit d'images de ces programmes d'éducation. À Abjad, il y a différents jeunes hommes et jeunes femmes avec différentes spécialisations qui sont basés dans le monde entier. Nous avons commencé à travailler avec la jeunesse syrienne et à coopérer. La crise en Syrie a mené à une société très fragmentée. Donc, nous avons tous des domaines de spécialité. Nous avons commencé à travailler ensemble depuis 2018 et on peut vous présenter ce modèle de travail coopératif. Nous avons, grâce au travail d'équipe, pu acquérir de nouvelles compétences et nous avons pu maintenir le bien-être des personnes qui travaillent et qui bénéficient de notre travail également. Nous avons beaucoup de succès dans nos actions. Nous avons également fait des erreurs, mais nous en avons appris et tiré les leçons. Il est intéressant pour nous d'avoir une communauté qui peut se développer, qui peut apprendre. Cela va nous permettre d'alléger, d'atténuer la crise en Syrie. Il y a plus de 2 millions d'enfants syriens qui sont en dehors du système d'éducation et il y a 30 000 camps de réfugiés dans le nord de la Syrie. Seulement 175 de ces camps peuvent avoir accès à l'éducation. Nous avons utilisé notre expertise et notre expérience. Nous avons un système qui nous permet d'effectuer un suivi des enfants de façon hebdomadaire et de façon mensuelle. Et dans de nombreux cas, nous avons pu intervenir et aider ces enfants. Nous avons également pu référer ces enfants à des tiers, des partenaires tiers qui ont pu nous aider à leur accorder une protection. Bonjour, je suis Sarah Mabger et je suis coordinatrice, conseillère technique en protection des enfants au sein du Comité international de secours. Le Comité international de secours a plusieurs services, mais nous avons remarqué qu'il était important de combiner la protection des enfants avec l'éducation. C'est quelque chose qui est vraiment crucial et de plus en plus. Nous reconnaissons que pour que les enfants soient dans une situation sûre lorsqu'ils vont assister aux cours, on a besoin de travailler avec les acteurs en protection des enfants. Le Comité international de secours travaille beaucoup et investit dans ces deux secteurs pour mettre en place des projets, les concevoir ensemble, et cela en se basant sur les modèles de protection des enfants dans le cadre scolaire et en dehors du cadre scolaire. Nous reconnaissons également que les différents services que nous avons peuvent être utilisés pour différents groupes d'enfants. Par exemple, le Comité international de secours a beaucoup investi en apprentissage socio-émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la fois avec les enfants qui sont dans le cadre scolaire ou en dehors du cadre scolaire, en se basant sur le soutien également des acteurs en
protection des enfants. Nous sommes conscients que nous pouvons travailler dans de nombreux domaines ensemble, que ce soit avec les systèmes de détection précoce à l'école, mais aussi pour le renforcement des capacités et des compétences des personnels d'éducation. Pour cela, nous avons besoin du soutien de donateurs et d'agences clés pour que nous puissions avoir les ressources nécessaires pour ce type de projets qui peuvent être complexes. Nous avons besoin de gros investissements et d'investissements à long terme en raison de la complexité des besoins de ces enfants qui ont été déscolarisés pendant longtemps. Vous allez entendre au cours de ma présentation un projet phare qui a été réalisé au Nigeria et au Cameroun. Il s'agit d'un projet pilote pour intégrer l'éducation et la protection des enfants. C'est ma collègue Kunja Mayubila qui est coordinatrice en protection des enfants. Et vous entendrez également mon collègue Paul Bagambé, qui est directeur de l'éducation intégrée et de la protection des enfants. Et il va parler de la situation nigériane. L'idée, c'est vraiment de faire un plaidoyer pour qu'on ait plus de ressources pour qu'elles puissent être intégrées de façon adaptée. Et nous avons également besoin que ces enfants reçoivent le niveau de protection approprié. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces premières contributions. Nous avons hâte d'en savoir plus sur le travail de ces organisations. Avant de passer aux présentations individuelles, j'avais envie de faire un petit sondage. Ça devrait apparaître sur votre écran. Si vous pouviez nous dire à quel point vous êtes familier avec la programmation en protection des enfants et l'éducation intégrée. Le 5 correspond au niveau expert et le 1 au niveau novice. Donc, on a envie d'avoir une idée de l'expertise de nos participants du jour. On va attendre un petit peu avant de recevoir les résultats. Ça dépend à quelle vitesse vous cliquez. Est-ce que nous avons les résultats? Oui, ils apparaissent ici. Donc, on voit qu'il y a une belle distribution, il y a quelques novices, quelques experts et la plupart des personnes qui se situent au milieu. Donc, on espère que tout le monde va pouvoir apprendre quelque chose de cette session aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on verra à la fin si on a le temps de répondre à toutes ces questions. Sans plus attendre, je souhaite présenter Alam Ahmed, qui est directeur de programme d'éducation à la Fondation nationale pour le développement et la réponse humanitaire. Il va nous parler de l'intervention de son groupe au Yémen. Alam, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je crois que j'ai un problème avec ma vidéo. J'essaie d'allumer ma caméra. Je ne sais pas pourquoi l'écran reste noir. En tout cas, on vous entend très bien, donc vous pouvez commencer. Et ensuite, on verra peut-être votre visage. On l'espère, Inch'Allah. Comme vous le savez, je suis Alam. Je suis directrice de programme d'éducation en matière d'intégration de l'éducation en situation d'urgence et de la protection des enfants.
Nous avons beaucoup d'expérience en matière de protection des enfants et particulièrement en la combinant avec l'éducation en situation d'urgence. Nous avons intégré les activités de protection des enfants dans le cadre de projets d'éducation que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons un projet en collaboration avec ECHO, en collaboration avec l'UNICEF et le Comité international de secours. Pouvez-vous passer à la deuxième page? Je vous remercie. Les objectifs de cette session, le premier objectif, c'est de souligner l'importance de l'approche intégrée éducation en situation d'urgence, protection des enfants dans le cadre des interventions au Yémen et dans d'autres pays avec un profil similaire au niveau du contexte. Ensuite, il s'agit de partager les défis auxquels nous avons été confrontés lors de la conception et de la mise en place du projet et ensuite de parler des leçons que nous avons apprises et du transfert d'expérience auprès des travailleurs sur le terrain dans les pays avec des conditions similaires. Nous souhaitons fournir un accès à l'éducation et nous avons travaillé auprès de 14 000 enfants, également avec des personnels du secteur social. Nous avons travaillé notamment en matière de sensibilisation, également soutien psychologique, tout cela pour mieux mettre en place cette protection des enfants. Ces projets ont été mis en place dans les zones les plus touchées par le déplacement et dans ces zones où il est complexe de faire des formations et de proposer une éducation. Pouvez-vous passer à la page suivante? Merci. Je vous remercie, Amanda. Le nom du projet, c'est l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés et les enfants dans les communautés d'accueil dans le comté Marib. C'est un projet qui est conçu pour les enfants déplacés dans le comté de Marib. C'est un comté qui compte de nombreux enfants déplacés des comtés alentours. Il s'agit d'opportunités d'éducation non formelle qui conduisent les personnes déplacées et les communautés d'accueil des enfants à apprendre dans un environnement sûr et protégé. Et l'idée, c'est de les soutenir pour avoir une transition réussie dans le système d'éducation formelle et leur permettant d'obtenir des certifications et des diplômes reconnus au niveau national. C'est un projet sur 1 an. Le donateur, c'est ECHO via l'UNICEF. Et comme je l'ai dit, cela vise 14 000 enfants qui sont déscolarisés depuis 1 an ou moins. Et également les enfants qui sont hors du système scolaire depuis 2 ans ou plus. Les interventions qui ont été mises en place dans le cadre de ce projet contribuent à l'éducation dans les communautés d'accueil en vertu de la déclaration pour les écoles sûres et grâce à des protocoles pour une école sûre. Nous travaillons avec des membres de la communauté. Il y a 400 professeurs et, comme je l'ai dit, 14 000 étudiants.
qui sont donc intégrés dans ce protocole pour les écoles sûres. Ensuite, nous avons une deuxième intervention dans le cadre de ce projet et il s'agit de mettre en place des apprentissages alternatifs pour les 14 000 personnes affectées, donc les enfants qui sont déplacés. Nous utilisons les locaux WASH, par exemple, et d'autres espaces d'apprentissage existants. Les apprentissages peuvent également avoir lieu dans d'autres lieux. L'idée, c'est d'avoir des lieux dans lesquels l'hygiène est particulièrement soignée parce que nous avons rencontré des problèmes avec la pandémie de COVID-19 et le choléra, par exemple, dans certains lieux. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'hygiène. Les classes dans les communautés améliorent le côté sûr et protégé de l'environnement d'apprentissage. Nous avons mis en place 210 espaces d'apprentissage et cela a amélioré les résultats des enfants grâce à un meilleur environnement. Nous avons également identifié et continuons à identifier ceux qui contribuent à une bonne éducation. Nous souhaitons également soutenir 810 professeurs en collaboration avec les équipes mises en place via le système de dons par ECHO. Et nous avons des équipements, des documents, des manuels qui sont fournis par la communauté. Et encore une fois, il y a toujours un lien et une connexion qui est faite avec l'hygiène des enfants. Il y a également un soutien psychosocial des membres de la communauté pour que les enfants puissent accéder à l'éducation dans des conditions sûres. En matière de protection des enfants, nous soutenons les activités d'éducation avec un soutien psychosocial et nous fournissons également des services de protection des enfants, notamment des espaces d'apprentissage et également différentes ressources éducatives qui ont été identifiées auprès des enfants qui ont été identifiés. Nous mettons en place des normes adaptées pour ces enfants. Nous intégrons également ces enfants au système d'apprentissage normal et formel. Là, il s'agit donc d'assurer une transition vers l'enseignement formel tout en assurant sa durabilité et son intégration dans les systèmes pédagogiques formels, tout en offrant un soutien psychosocial et la protection dont les enfants ont besoin. On améliorera également donc les capacités de suivi
de tous ces systèmes grâce à une collaboration avec les populations locales, et ce afin de trouver une approche harmonisée. Cela se fait également avec un système de référents qui est mis à jour dans les modules de formation. C'est un projet qui est axé sur le renforcement des capacités des enseignants. 1530 membres des équipes, toute activité comprise, donc les travailleurs sociaux, les mentors, le personnel administratif et autres facilitateurs, eh bien, reçoivent un soutien professionnel. Le but, c'est d'améliorer leurs compétences grâce à des méthodes d'apprentissage nouvelles et de gestion. Des opportunités d'apprentissage leur sont donc données pour améliorer l'enseignement qui est donné ensuite aux enfants. Ils reçoivent un paquet de formations sur des activités de protection de l'enfant. Il y a la protection de l'enfant, il y a le soutien psychosocial des enfants, la gestion des cas et des parcours de référencement, compétences en matière de communication, d'estime de soi, etc. Alors, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous arrêter, vous couper, mais nous aurons un peu plus de temps dans le panel plus tard pour parler justement des objectifs et des défis, des leçons évidemment à tirer de tous ces projets. Je vais donner la parole à Sundus qui va intervenir et ensuite on reviendra vers vous tout à l'heure dans le panel. Très bien, merci Amanda. Merci Ahlam. Je suis très heureuse de voir ces projets si complexes, multisectoriels mis en œuvre dans votre pays. Je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à Sundus, qui vient de l'initiative Abjad et qui est superviseur pédagogique. Vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis Sundus du projet de l'initiative Abjad pour l'éducation. J'ai connu l'équipe à travers une communication vidéo, mais l'objectif, c'est que c'est une initiative qui vise à mettre en œuvre une série de projets. Je vais vous les lire, ces projets. Il y a le projet Yasmine, c'est un projet électronique qui permet d'agir au bénéfice des enfants qui se trouvent en dehors du secteur formel de l'éducation. Diapo suivante. Aujourd'hui, nous avons mis en œuvre un projet pour un groupe de jeunes gens. Nous sommes donc un groupe de jeunes gens qui menons notre propre projet Iqra dans le domaine de l'éducation. Et pour cela, nous utilisons un certain nombre d'outils qui nous permettent de donner cours aux enfants et nous évaluons ensuite l'impact que cela a sur les enfants. Ces interventions donc auprès des jeunes peut être directes ou indirectes. Nous avons des indicateurs pédagogiques qui permettent d'analyser les tendances, ce qui permet de savoir si les enfants donc participent activement aux cours, s'ils sont présents de manière régulière. Cela permet de voir quelle est la situation en matière d'hygiène de ces enfants, quel est le type de relation
qu'ils ont avec leurs enseignants. C'est donc une analyse qui est faite en 1 minute qui permet de savoir quelles sont les compétences acquises, les savoirs acquis par les enfants. Il y a par ailleurs un apprentissage en arabe également, dont on tient compte. Grâce à ces indicateurs, le professeur référent va donc utiliser ces indicateurs pour suivre de près les différentes interventions qui sont faites sur le terrain. Au 4e mois, si vous voulez, on a une idée précise de l'engagement des enfants. Dans le premier cycle, si vous voulez, du programme Iqra, le professeur va réaliser des visites et va s'assurer que 70% des engagements ont été vérifiés. Et on se rend compte alors des enfants qui décrochent, qui ne vont pas à l'école ou qui travaillent dans des familles. Et donc, grâce à ces projets, nous avons pu suivre de très près les différents problèmes rencontrés par les jeunes enfants. Nous avons un enfant, par exemple, de 10 ans, en 4e année. On s'est rendu compte qu'il était souvent absent et donc grâce aux visites de nos professeurs, donc nous avons un petit problème de son, nous dit-on en régie. Et là, nous avons perdu le son de l'intervenante. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? C'est probablement un problème de connexion Internet chez Sundus. Nous sommes désolés d'avoir ainsi perdu notre ami Sundus. On va essayer évidemment de la retrouver dans un instant et en attendant, peut-être pourrions-nous passer à l'intervenant suivant. Est-ce que cela est-il possible? Sinon, je peux poursuivre. La diapo suivante, s'il vous plaît. Je poursuivrai en arabe, nous dit-on. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à cet événement. Je suis Sahar. Je suis bénévole chez Abja. Notre collègue nous parlait il y a un instant d'un de ses élèves. Et on s'est rendu compte qu'il était souvent absent à l'école. On s'est rendu compte que cet enfant était obligé de travailler. Donc, grâce à nos indicateurs pédagogiques, on a remarqué que cet enfant, eh bien, n'était pas engagé vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que, malgré tout, et grâce au soutien du professeur, on s'est rendu compte qu'effectivement, il ne pouvait pas venir à l'école. On était allé encore voir la famille pour leur demander pourquoi il venait pas. Le professeur savait donc que l'enfant était obligé d'aller travailler. Il devait aller travailler et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait se rendre à l'école. On a essayé évidemment d'engager une discussion avec les parents, leur dire à quel point l'éducation était importante pour cet enfant et que ce job, eh bien, n'était qu'une situation temporaire. Nous voulions donc aider cet enfant et le faire revenir sur la voie de l'école et le faire bénéficier des activités données par les professeurs. On a essayé de trouver des activités ludiques pour attirer la curiosité et l'intérêt de ces enfants. Et
au bout de 5 mois, on a voulu s'assurer qu'il soit de retour chez nous. Et nous avons réussi cela puisqu'on a ensuite atteint les 80%, si vous voulez, de présence à l'école, qui lui a permis ensuite de passer d'une année à l'autre. Alors, nous avons aussi d'autres cas. Il y a ce jeune, Lamim, de 10 ans, qui semblait avoir un comportement très bizarre. Il a endommagé les meubles à l'école, semblait violent avec les autres collègues, ses camarades de classe, avec les enseignants. On a analysé son comportement, on a voulu comprendre ce qui était à l'origine de cette violence et pourquoi il agissait ainsi. On est allé voir les parents et grâce à un certain nombre d'indicateurs, on a pu faire le point sur toutes ces visites et nous rendre compte que cet enfant faisait l'objet de violences au sein de sa famille. Alors nous, on ne peut pas intervenir directement pour protéger l'enfant en l'occurrence, mais grâce à des activités spécialisées, on a tenté d'apporter notre secours à cet enfant, en faisant en sorte qu'il puisse participer à des séances spécialisées, en le mettant en lien avec des agences spécialisées dans ce type d'affaires, qui allaient donc communiquer avec les parents et mener des analyses psychologiques et même physiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Sundus est de retour? Oui, merci Sahar d'avoir poursuivi l'explication. En tout cas, nous verrons maintenant le lien entre les indicateurs et la protection et comment, grâce aux objectifs des indicateurs, on en sait mieux sur les changements qui interviennent chez les jeunes grâce à nos activités. Grâce à ces actions, nous pouvons mettre en lumière des cas particuliers de problématiques. Ensuite, nous les mettons en contact avec des agences spécialisées pour traiter chacun de ces problèmes. En tout cas, ces indicateurs pédagogiques sont essentiels puisqu'ils nous aident à protéger efficacement les enfants et à assurer leur éducation. Merci. Merci Sundus et Sahar d'avoir d'être intervenus suite à cette coupure d'Internet. C'est très intéressant de voir comment les systèmes peuvent collaborer les uns avec les autres pour une détection donc précoce de ce type de problème. Je suis impatient d'en savoir un peu plus tout à l'heure dans le panel. Notre prochain orateur maintenant, Kunjam Maeboula, qui est le coordinateur pour la protection de l'enfance dans le comité donc de soutien aux enfants. Il va nous parler d'un programme qui est donc approche pédagogique de protection et d'adaptation face aux situations d'urgence, PEACE, dans son acronyme anglais. Bonjour. Alors, pardonnez-moi, c'est d'abord Paul Magambi qui va intervenir, qui est donc le directeur de IAC pour la protection de l'enfance. Vous intervenez d'abord alors. Merci et bonjour. Donc là, il s'agit d'approches donc pédagogiques de protection et des approches adaptées dans cette situation d'urgence. PEACE, c'est un projet qui est mené au Nigeria, dans d'autres pays voisins, au Cameroun et au Niger, dans toutes ces régions qui sont touchées par le conflit de Boko Haram. Il s'agit d'un projet pilote financé par ECHO et nous sommes très reconnaissants à ECHO pour leur soutien, mais également pour leur plaidoyer en faveur de l'intégration et de l'intégration de la protection de l'enfant.
Alors, le projet en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est un projet sur 3 ans qui a été lancé au mois de mai 2020 et qui devrait se terminer au mois de juin 2023. C'est un projet qui couvre plusieurs pays, mais qui est en même temps flexible et qui est susceptible de s'adapter. Pourquoi? Parce que l'on veut nous adapter dans la programmation et adopter des innovations. Je vous ai déjà parlé de où ce projet avait lieu au Cameroun, Niger, dans la région de Difa et au Nigeria, au nord-est du Nigeria, Borno, Adamawa et dans les États de Yobe. Alors, ce projet s'articule autour de la théorie du changement. Ça concerne les enfants qui sont les plus touchés par la crise humanitaire. Il faut qu'ils aient une continuité de l'enseignement dans toutes ces situations, leur permettant donc d'acquérir des savoirs pendant tout le cursus pédagogique. On a 3 résultats essentiels dans ce projet. Tout d'abord, c'est l'accès à l'école. Ce sont des milliers d'enfants qui peuvent avoir accès à une éducation sûre et à des opportunités d'éducation formelle et non formelle. Deuxième résultat, c'est le soutien des communautés. Nous travaillons avec les travailleurs sociaux pour s'assurer que les enfants et les filles puissent avoir accès à l'enseignement, mais toujours dans un environnement qui est sûr. Et troisième résultat de ce projet, c'est le renforcement des capacités des enseignants et des facilitateurs avec une éducation de qualité en mathématiques et en un apprentissage socio-économique, donc au bénéfice de tous ces jeunes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans le premier résultat, qui concerne l'accès à l'éducation, nous avons mis en œuvre un certain nombre de méthodes. D'abord, ce qu'on appelle la réponse aiguë. Il s'agit d'avoir des espaces donc sûrs. C'est une éducation en situation d'urgence. Là où ils se trouvent, dans les camps, là où ils sont déplacés, et ils peuvent aller donc étudier avant de pouvoir retourner vers leur communauté. Il y a ensuite un programme d'apprentissage accéléré qui est le deuxième point. Là, il s'agit d'enfants qui sont complètement hors de l'école, de 9 à 14 ans, qui ont quitté l'école pendant au moins 1 an ou qui n'ont jamais été à l'école tout court. Et donc, il s'agit donc de rattraper les retards de ces enfants pour pouvoir rentrer dans l'éducation formelle. Troisième point, c'est évidemment le soutien aux instructeurs, aux enseignants avec des matériels pédagogiques, meilleure infrastructure donc pédagogique, études des cas, gestion d'études de cas. Il s'agit d'une façon générale de renforcer les capacités des animateurs, des professeurs dans un environnement sûr. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà évoqué ces 4 points. Ce sont des modèles, donc on va passer à la diapo suivante. Alors, pour ce qui est de la protection de l'enfance, nous avons d'abord un soutien psychosocial à l'enfant dans l'école formelle et des espaces de guérison et d'apprentissage sûrs. Par ailleurs, nous aidons les structures de protection de l'enfant. Nous établissons donc des structures avec des niveaux de protection basiques à tous les niveaux à l'école et ce en collaboration avec les parents. Je vais peut-être m'arrêter ici pour laisser la parole à mon collègue. Voilà, j'avais pas suffisamment de temps pour tout dire. On aura un peu plus de temps dans le panel tout à l'heure pour les questions. Merci en tout cas, Paul. Kunja. Merci Amanda et bonjour à tous. Paul nous a donné un aperçu du projet PEACE. Je vais, moi, m'arrêter sur quelques exemples pratiques sur la mise en œuvre concrète sur le terrain. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, quelles sont les attentes de la mise en œuvre du projet PEACE? Eh bien, nous avons de grandes ambitions, car les équipes de la protection de l'enfant et les équipes pédagogiques ont certes des domaines d'expertise différents, mais il nous faut renforcer les capacités des deux équipes. Les équipes de la protection de l'enfance doivent évidemment suivre des formations. Les équipes de la protection de l'enfance participent à des formations sur les aspects liés au soutien psychosocial, aux apprentissages dans ce domaine. Et il faut qu'ils connaissent tous les modèles, les référents. Les membres de l'équipe pédagogique doivent participer activement aux formations qui sont recommandées en matière de protection de l'enfance et doivent pouvoir identifier les enfants grâce à des approches informelles pouvant révéler des traumatismes subis par les enfants. Alors, la collaboration intersectorielle est fondamentale si l'on veut pacifier tous ces contextes. Il nous faut une intégration entre les quatre modèles, ceux qui ont été présentés, le soutien aux écoles formelles, l'apprentissage sûr, les espaces d'apprentissage sûrs, le tutorat. Nous voulons accroître l'accès à l'école pour ceux qui ont décroché de l'école ou qui n'y ont pas été depuis un certain temps. Il nous faut assurer donc des espaces d'apprentissage sûrs à travers différents modèles pédagogiques et par là accroître la participation communautaire en faisant une meilleure promotion de l'intégration entre équipes pédagogiques et équipes liées à la protection de l'enfant. Nous voulons renforcer évidemment la capacité des instructeurs dans les deux groupes. Par ailleurs, nous offrons un accès donc aux services de protection de l'enfant à tous ces enfants qui peuvent subir des risques de tout type. Comme je vous le disais, une collaboration est essentielle entre les deux secteurs. Il faut un programme intégré entre les deux types d'instructeurs, de personnel. Il nous faut un système d'alerte précoce et pour ce faire, une coordination est essentielle entre protection de l'enfance et personnel pédagogique, car ces systèmes d'alerte précoce n'existent pas uniquement dans les écoles, mais également dans les communautés, dans les espaces sûrs. Et donc, tout cela requiert une collaboration étroite entre les deux secteurs. Ensuite, il y a les apprentissages sociaux, les psychosociaux. Ça passe par les activités également de protection de l'enfance. Il nous faut améliorer donc les connaissances, les compétences des personnels grâce à une meilleure collecte de données sur les handicaps des enfants, car nos activités se doivent être plus inclusives. Il nous faut donc former tous les personnels pédagogiques dans les écoles de manière à ce qu'ils puissent venir en aide à ces deux équipes et pouvoir identifier les formations les meilleures. Il faut renforcer l'accès aux services de protection de l'enfant et de l'éducation pour les enfants qui ne sont pas à l'école en leur créant des espaces d'apprentissage sûrs. Et si on veut réussir cette intégration, comme dans certaines régions du Cameroun, nous devons avoir des classes intégrées, des programmes intégrés à travers les écoles coraniques pour améliorer l'alphabétisation des enfants. Par ailleurs, il faut un mécanisme donc de retour d'information sur l'enfant à travers donc les services à la fois pédagogiques et de protection de l'enfance.
Alors, quel type donc de système intégré avons-nous en place et comment les intègre-t-on dans les écoles formelles? Eh bien, pour cela, nous formons des enseignants sur donc la protection de l'enfance, euh, sur les systèmes d'alerte précoce. Nous avons d'ailleurs des assistants dans un projet pilote de protection de l'enfant dans les écoles et, et qui sont là pour nous aider, qui nous viennent du Comité international de secours. Nous avons, comme je vous l'ai dit, donc un agent qui sert donc de système d'alerte et qui permet l'intégration entre les communautés et les écoles pour que ce système donc d'alerte fonctionne bel et bien. Nous avons aussi donc des travailleurs qui apportent leur concours dans les écoles, dans le domaine de la protection de l'enfant, qui vont aider à mettre en œuvre toutes ces approches. Diapo suivante, s'il vous plaît. Kunja, je m'excuse, je voulais pas vous arrêter et nous voulons également entendre les leçons apprises d'autres panélistes. Peut-être juste deux mots pour conclure, pour passer au panel. Pour conclure, ce que je pourrais vous dire, c'est que le projet n'a pas permis d'étendre tous les services de la protection de l'enfant dans toutes les écoles que nous aurions souhaité. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler que les interventions de protection de l'enfance est un vaste projet qui requiert beaucoup de financement. Par conséquent, si vous voulez une bonne intégration entre les deux équipes, les deux domaines d'activité, il faut beaucoup investir dans les activités de protection de l'enfance et cela signifie évidemment mettre beaucoup plus d'argent que ce qui est fait dans les systèmes traditionnels d'éducation. C'est très important effectivement de leur montrer la complexité des besoins des enfants dans différents domaines où des interventions effectivement se font à la fois dans le domaine pédagogique et celui de la protection de l'enfance et on va en savoir un peu plus tout à l'heure dans le panel. Nous allons passer donc justement à cet autre segment. Je vais vous présenter Mike Carey Cosson, qui est le co-animateur aujourd'hui. Il est spécialiste de la protection de l'enfance pour World Vision au Liban et il va justement nous modérer le panel. À vous. Merci Amanda. Je suis ravi d'être ici avec tout le monde. C'est un débat très animé, très intéressant. Je suis très ému par les succès déjà engendrés et qui nous sont comptés par tous les intervenants de ce matin. Maintenant, pour poursuivre sur les conclusions, je crois que nous aurons à peu près 20 minutes lors de la session de questions-réponses pour apporter d'autres éclairages. Et j'invite chacun ici, mais aussi les participants, à bien vouloir poser leurs questions dans le chat et donc interpeller nos panélistes pour qu'ils y répondent. Alors, sans plus attendre, on va passer à cette session tout de suite. All those great examples related to education and integration of child protection. Suite aux discussions que nous avons eues en matière d'éducation et de protection de l'enfance, j'invite Alam, Sundu, Sarah, Kunja et Paul à nous faire part de leurs perspectives supplémentaires en matière d'éducation. Je vais maintenant commencer avec la première question que je vais d'abord poser à Alam. Ma question, c'est quel a été le résultat principal de ce projet? Je vais demander à tous les intervenants d'avoir des réponses assez courtes pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci beaucoup, Mike.
Les résultats clés de ce projet, c'est qu'intégrer l'éducation dans les programmes de protection de l'enfance est quelque chose d'essentiel. C'est ce projet intégré qui va permettre d'aider 14 000 enfants à pouvoir être formés et retourner à l'école. Et on va avoir également 1500 personnes qui sont des professeurs, des travailleurs sociaux, qui vont travailler pour renforcer les capacités leurs capacités en matière d'éducation dans des situations d'urgence. Et ça va permettre de renforcer le lien entre l'éducation et la protection de l'enfance à l'avenir. Ça va également encourager les enfants à retourner à l'école et à pouvoir avoir des conditions d'éducation et être dans un environnement sûr. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup, Halam, pour votre contribution particulièrement importante. Oui, effectivement, on ne peut pas suffisamment souligner le fait qu'il est essentiel que les enfants aillent à l'école dans ces temps difficiles après la pandémie de Covid. Je vais maintenant passer la parole à Sundus pour entendre les résultats principaux de ce projet. Nous avons eu un projet qui a été mis en place dans des camps et nos résultats principaux, c'est que nous avons pu augmenter la participation des enfants qui étaient sortis du système scolaire grâce à ces suivis quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Nous avons pu nous assurer de l'engagement des enfants et les enfants qui sont impliqués dans des situations de travail ont pu également revenir dans le système d'éducation traditionnel grâce à des technologies électroniques. Nous avons donc pu les aider et les protéger face à l'emploi des enfants. Ce sont les résultats que nous avons atteints. Je vais maintenant continuer avec Paul. Paul, est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective au niveau de vos résultats principaux? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous partager avec nous un résultat principal du projet que vous avez mis en place au Nigeria? Ce serait très intéressant. Merci beaucoup. Le résultat principal, je dirais, c'est que cette intégration a créé une opportunité de mettre en place un service global, une approche globale pour les enfants. Donc, les enfants qui sont soutenus reçoivent une éducation, mais également une protection. Et si le programme n'était pas suffisamment intégré, alors les enfants bénéficieraient seulement d'un des deux aspects. Et moi, j'aime vraiment donc ce côté intégré pour fournir un double service aux enfants. Et je dois dire que ça change leur vie de façon considérable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. Oui, ce résultat est vraiment très intéressant et je ne peux pas suffisamment souligner à quel point il est important pour les enfants d'avoir à la fois l'éducation et la protection. J'aimerais maintenant entendre l'expérience camerounaise. Kunja, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre projet? Merci. Oui, merci Mike. Comme Paul l'a mentionné, l'intégration, l'engagement de différents ministères de l'éducation au Cameroun, par exemple. Nous avons travaillé avec le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Éducation et nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux
C'est ce qui nous a permis de donner l'accès à certains enfants à l'éducation. Et cela a permis de fournir une protection pour les enfants qui n'étaient pas dans le cadre scolaire. Ça a permis de renforcer le système ici. Merci, Kunja. Je vais maintenant passer à la question suivante. Je vais vous la poser à vous aussi, Kunja. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de choses par rapport à aux leçons que vous avez apprises et comment celles-ci vont influencer vos projets à l'avenir? Je pense qu'une des recommandations pour le long terme, c'est que nous devrions avoir des financements adaptatifs et flexibles parce qu'il n'est pas facile d'avoir un projet intégré sur une courte période. Ici, au Cameroun, nous avons la chance de bénéficier des financements d'ECO et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un plaidoyer pour obtenir des fonds à plus long terme afin qu'on puisse apprendre davantage dans le cadre de ce processus et afin d'être plus innovant, mettre en place des activités plus innovantes. Merci vraiment pour cette contribution, Kunja. Je vais maintenant passer la parole à Sarah. Dans le cadre du projet du Comité international de secours qui a été mis en place dans 3 pays, notamment au Nigeria, au Cameroun, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous avez appris de ces programmes? Comme mes collègues l'ont dit, quand on est en situation d'urgence, il faut reconnaître que ce n'est pas un processus de 6 mois ou d'1 an. Lorsque les enfants sont déscolarisés pendant 6 mois ou plus, il faut vraiment intégrer l'éducation et la protection. Donc, ces enfants ont besoin d'un soutien supplémentaire et cela fonctionne si ces enfants peuvent bénéficier d'un soutien à long terme. La deuxième innovation, c'est que dans ces 3 pays, il y a eu des innovations. Au Niger, par exemple, il y a eu une mise en place d'une intervention financière en liquide qui a permis de consolider la base d'enfants et également de diminuer le décrochage scolaire. Et la deuxième innovation, ça a été de cibler les enfants qui avaient des problèmes de vue. Cela a renforcé l'éducation à l'école avec des compétences supplémentaires et cela a également permis de mettre ces enfants en contact avec les services adaptés. Donc, je suis ravie de voir que l'innovation au Nigeria a également bien fonctionné en intégrant l'éducation au programme de protection des enfants. Et au Cameroun, l'innovation est liée à des programmes intégrés en matière d'éducation. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Sarah, de parler de ce niveau d'intégration dans ces 3 pays et de la complexité du travail. Je peux seulement imaginer tous les efforts que vous avez réalisés pour que cela fonctionne. Je vais maintenant reposer la même question à Ahalam. Ahalam, quelles sont les leçons que vous avez apprises de par ces projets? La première leçon, c'était de soutenir l'intégration des enfants grâce à des activités d'éducation. C'est quelque chose qui est complémentaire à la protection. Et en fait, c'est vraiment interrelié, puisque ces activités sont attirantes et soutiennent également les enfants de façon psychologique. C'est quelque chose qui est apparu puisque certains enfants n'étaient pas habitués à se rendre régulièrement à l'école, mais grâce à ces programmes, grâce à ces activités, ils ont changé d'idée et ils ont été convaincus par l'éducation.
Donc, ma leçon, je dirais, principale, c'est de sensibiliser les autorités locales de sensibiliser les enfants grâce à ces activités qui sont mises en place. Je vous remercie. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Harlam, de souligner l'importance de prendre en compte les préoccupations psychologiques des enfants. Je veux revenir au système de suivi qui a été mis en place dans le cadre de l'initiative Abjad en Syrie du Nord-Est. L'importance de travailler systématiquement avec des indicateurs et du suivi de ces enfants permet de leur fournir les activités qui sont intéressantes pour eux, qui sont récréatives également, et ça leur permet également de profiter de la protection. Particulièrement quand on parle d'enfants qui sortent de crise et qui ont de nombreux problèmes. C'est vraiment important d'avoir cette intégration entre l'éducation et la protection de façon systématique, via un programme systématique. Nous allons rester avec Sundus. Cette question va maintenant être posée à Sundus et à Harlam. Les professeurs qui ont fait des visites au domicile de leurs élèves ont-ils été bien accueillis et est-ce que c'était des visites qui ont été réalisées seulement par les professeurs ou également par des travailleurs sociaux? La question est la suivante. Les professeurs qui ont participé aux visites dans les familles pour le suivi ont-ils rapporté des préoccupations en matière de charge de travail? Est-ce qu'ils ont été soutenus par les travailleurs sociaux ou est-ce qu'il s'agissait seulement de professeurs? Les professeurs de soutien, les professeurs référents avaient une charge de travail importante, mais on a essayé de les préparer du mieux qu'on pouvait pour ces visites et on savait que ces visites permettaient d'établir des relations avec les familles, avec les enfants. Le fait d'être invité dans leur maison a permis de changer les relations et ces professeurs étaient vraiment partants pour ce mécanisme. Par rapport aux travailleurs sociaux, nous n'avons pas reçu de soutien direct des travailleurs sociaux, mais nous avons pu bénéficier de formations et il y a eu également des échanges entre nous-mêmes et les autorités concernées, les organismes concernés. Je vais redemander la même question, la même chose à Adlam. Que voulez-vous dire, Mike, en disant que les professeurs étaient les seuls à travailler pour ces activités? Oui, en fait, ma question est posée de cette façon. Les professeurs qui ont participé aux visites à domicile et aux visites de suivi ont-ils exprimé des préoccupations au niveau de la charge de travail qui étaient additionnelles à celle de préparation des cours? Et est-ce qu'il y a eu des travailleurs sociaux qui sont intervenus pour les aider? En fait, les professeurs ont pu travailler avec les travailleurs sociaux, ont obtenu leur soutien et on a eu également des travailleurs communautaires qui ont permis d'établir des comités de communauté pour travailler sur ces projets. Donc, toute l'équipe travaillait ensemble, les professeurs, la communauté, les entités de la communauté, les travailleurs sociaux. Nous avons tous travaillé ensemble pour proposer ces activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Halam. Je passe maintenant à la prochaine question au Comité international de secours. Je laisse quiconque y répondre.
La question concerne les bailleurs de fonds. Il s'agit de savoir comment on peut convaincre, influer sur les bailleurs de fonds. Quel type de preuve est demandé par ECHO, sachant qu'il est important effectivement de s'engager vis-à-vis des bailleurs de fonds qui doivent à leur tour également financer nos projets. Donc, quels sont les types de preuves ou d'éléments factuels demandés par ECHO? Peut-être que moi je peux répondre d'abord à cette question. Je laisserai ensuite je peux rajouter toute autre information. ECHO demande des évaluations intégrées sur lesquelles ont travaillé les 3 équipes dans les différents pays, mais en réalité, l'accent était mis sur le fait que c'était une opportunité d'apprentissage et que c'était un projet pilote. Ils voulaient qu'on soit flexible, que l'on puisse s'adapter et de mettre en œuvre des innovations. Et c'est la raison pour laquelle nous avions des approches communes, mais en même temps des innovations particulières. En tant qu'organisation, nous voulions donc étendre nos apprentissages partout et donc des évaluations étaient faites avec les écoles formelles, les écoles coraniques. Un rapport était fait à la fin du projet au bout des 3 ans pour tirer des conclusions sur ce qui a marché et n'a pas marché. Et effectivement, il y a des choses qui n'ont pas marché et il fallait bien documenter tout cela. Kunjapo, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, cet apprentissage transversal, c'est ça ce qui est demandé par ECHO, ce qui se fait au Nigeria influencé par le Cameroun et vice-versa. Et comment nous mettons en œuvre ces apprentissages croisés, si vous voulez, et comment cela a été adapté au contexte particulier de chaque pays. Merci beaucoup, Sarah et Paul. J'aimerais poser une autre question qu'on a retrouvée dans le chat également sur les acteurs étatiques et la durabilité. C'est une question qu'on va poser à tous nos chers intervenants. Allez-y si vous voulez répondre à cette question. Il s'agit d'intégration et de la fin du projet. Quel a été le suivi des institutions étatiques pour assurer la pérennité en fait de ces programmes au bénéfice des enfants? Yeah, go ahead, Paul, sorry. Paul, allez-y. Kunja l'a dit tout à l'heure. Comment nous travaillons avec les autorités étatiques dès le début de l'élaboration du programme, sa mise en œuvre et son suivi et des rapports. C'est un travail qui est fait avec les communautés, avec les structures étatiques. Ce sont ces structures étatiques qui disposent des systèmes d'alerte précoce, par exemple. Eh bien, cela se fait en collaboration avec ces structures étatiques et les communautés suivent également cela de près. Nous travaillons avec les structures existantes, préexistantes des États, mais nous les accompagnons pour pouvoir justement assurer la pérennité de ces programmes. Merci pour votre retour sur cette question. Je laisse quiconque également intervenir pour répondre à cette question. Merci, Mike. Juste un mot de plus par rapport à ce qu'a dit Paul, de ce qui se fait au Cameroun. Nous avons réussi à mettre en œuvre une plateforme dans laquelle le ministre de l'Éducation et le ministre des Affaires sociales se rencontrent, car ils savent que l'un a besoin de l'autre s'ils veulent répondre correctement aux besoins. Au tout début du projet, nous organisons des ateliers de redevabilité à l'attention des 2 entités pour qu'il y ait accord sur les activités à mener. Et donc, il y a beaucoup d'apprentissage qui est fait de la part des services gouvernementaux et des acteurs et d'autres bénéficiaires sur le terrain. Je pense donc que cette approche est
est une réussite. Par ailleurs, nous sommes en mesure d'adapter nos projets. C'est tout l'avantage d'avoir ces projets qui sont faits dans plusieurs pays. Cela nous permet de nous adapter et d'accroître donc l'impact de nos actions. En tout cas, nous faisons en sorte que les services étatiques soient partie prenante et travaillent de manière étroite avec nous. Merci. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, Kunja, de voir ces liens étroits se formaliser entre État et communauté pour assurer la pérennité des activités. C'est un facteur essentiel dans la réussite initiale de chaque projet. Merci. Maintenant, une autre question de Lynn qui dit, même si je suis d'accord avec l'intégration de l'éducation et de la protection de l'enfance, il y a toujours des éléments clés qui manquent pour ce qui est de la protection de l'enfant contre la violence à la maison et à l'école. Il y a les moyens de subsistance, la réduction de la pauvreté, réduction de mécanismes négatifs sur l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? J'aimerais entendre peut-être son douce là-dessus. Êtes-vous d'accord sur le fait que d'autres facteurs aussi font que la situation peut être très difficile pour les enfants, outre la violence subie par les enfants à la maison ou à l'école? اللي وصلني معك من السؤال انه في شيء اكثر من موضوع العنف ممكن انه ياثر على الاطفال اللي عم يتعلموا بالمدارس. Alors oui, il n'y a pas que la violence qui rend la vie difficile des enfants à l'école. Les enfants qui ont vécu des situations de conflit pendant des années vivent plusieurs troubles. La violence en est un. Il y a ces déplacements dans des zones non sûres. Et donc, l'éducation, pour nous, certes, est négativement impactée par ces situations. Or, c'est l'éducation qu'il faut pour assurer que ces enfants soient des citoyens à part entière demain. Le problème, c'est que ces enfants ne se sentent pas en sécurité et parfois en une seule année, on les voit se déplacer dans plusieurs endroits, mais la violence n'est pas le seul problème. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, la question était de savoir quels sont les autres facteurs qui influent sur la violence exercée sur les enfants à l'école ou en dehors de l'école. Je vais peut-être laisser la parole à Ahlam pour répondre à l'autre partie de la question. Pensez-vous qu'il faille considérer d'autres secteurs pour intégrer l'éducation et la protection de l'enfant si l'on veut réduire les autres effets nocifs qui agissent sur l'enfant? Vous voulez dire qu'il faut intégrer d'autres secteurs outre ceux de la protection de l'enfant et d'enseignement, c'est ça? Oui, parce qu'il faut traiter la question de la pauvreté, il y a d'autres mécanismes négatifs qui influent qu'il faut tenter de résorber. Oui, effectivement. Au Yémen, nous en avons un exemple clair à cause de la guerre. Beaucoup de gens vivent au sous-seuil de la pauvreté. Donc, si on intègre la question de la subsistance, des moyens de subsistance, c'est essentiel pour aider, venir en aide aux enfants et à leurs familles. Leur offrir donc une source de revenus, ce qui permet donc de pouvoir amener les enfants vers l'école qui est un endroit sûr et non pas les envoyer travailler. Par ailleurs, WASH également est très important dans les écoles si on veut protéger les enfants, car il y a les maladies à traiter. Il y a le choléra, il y a le Covid-19. Par conséquent, tous les secteurs
sont en complémentarité les uns avec les autres. J'espère avoir répondu cette fois-ci à la question. Ah oui, tout à fait, Ahlam, merci beaucoup. On va passer peut-être à une des dernières questions qui est posée à nos panélistes aujourd'hui. Avez-vous des recommandations, des idées en matière d'intervention, d'outils dans la protection de l'enfant dans le domaine de l'intervention qui soient accessibles, abordables dans ces pays qui n'ont pas ou qui n'investissent pas beaucoup dans ce domaine? Je vais redire la question. Avez-vous des idées ou des recommandations en matière de prévention et de protection de l'enfance, d'outils dans l'éducation, la réintégration qui soient plus abordables, plus accessibles, notamment dans ces pays qui ne disposent pas de moyens ou qui n'investissent pas suffisamment dans ces domaines? C'est une question qui s'adresse à tout le monde? Oui, effectivement. Quiconque souhaite intervenir peut répondre. Alors pour moi, le plaidoyer est nécessaire pour que les bailleurs de fonds viennent en appui à ce type d'activité. Et il faut aider les personnels de santé également. Et je crois que ce sont les deux domaines les plus importants. Il faut pouvoir diffuser des manuels, des guides de manière plus étendue. Par exemple, moi, j'ai appris la connaissance de ces panels à travers Facebook et grâce à LinkedIn. Par ailleurs, il faut encourager une plus grande diffusion d'informations pour aller chercher un grand nombre de personnes, de communautés et leur montrer à quel point la protection de l'enfance est importante. Donc, plus de plaidoyer vis-à-vis des bailleurs de fonds pour pouvoir financer ces activités. Merci. Merci beaucoup, Ahlam. Je peux encore prendre un intervenant qui souhaite répondre à cette question. N'oublions pas qu'il y a encore une séance dans laquelle on pourra faire passer les messages principaux de la journée. Donc, qui va encore répondre à cette question? Alors, j'aimerais ici dire quelque chose. Sarah l'a déjà dit, au Nigeria, nous avons une communauté de jeunes gens qui chantent, qui peuvent donc sensibiliser la communauté sur la protection de l'enfance, mais également sur l'importance de l'éducation et mettre l'accent sur l'éducation pour les communautés les plus vulnérables, les jeunes, les enfants et les personnes ayant un handicap. Il faut parler aux communautés car ça crée, si vous voulez, de la réflexion sur les chansons en question. De quoi parle-t-il? Pourquoi parle-t-il de protection de l'enfant? Donc tout cela suscite des débats, des réflexions, des conversations entre membres de la communauté. Et on a vu que grâce à cela, on a vu beaucoup plus de gens amener leurs enfants à l'école. Voilà un type d'intervention qui a fonctionné et qui pourrait parfaitement être adapté ailleurs. Nous avons une politique également de sauvegarde de l'enfant et de protection de l'enfant. Nous invitons quiconque à collaborer avec nous dans ce type de programme. C'est un programme qui véritablement ouvre les yeux sur la responsabilité de la protection à accorder aux enfants. Et donc, c'est une approche, en tout cas, qu'on pourrait également partager avec vous, si vous le souhaitez. Merci, Paul. C'est très important de trouver des initiatives communautaires, des approches susceptibles de renforcer l'intégration, la réintégration des enfants à l'école. C'est effectivement un sujet essentiel. Maintenant, on va donner la parole à Sondous qui a demandé la parole, me semble-t-il, à vous. Merci, Mike. Un dernier mot sur l'éducation.
L'éducation, c'est ce dont on dispose pour réussir. Et pour cela, il faut aider la société, aider les jeunes. Nous, en tant qu'adultes, nous devons offrir ce produit qui permet d'accroître les compétences des membres de la communauté, les compétences sociales, pédagogiques, scientifiques. Et dans notre projet Abjan, nous avons cette initiative sociale qui repose sur la participation des gens et nous avons pu obtenir des résultats concrets. C'est pourquoi nous avons voulu continuer à assurer la protection de l'enfance, mais cela doit être porté par les communautés elles-mêmes et grâce à ses propres efforts. Merci, Sundus. Effectivement, il nous reste plus que 20 secondes. Si vous voulez dire un tout dernier mot de conclusion avec peut-être un message principal que vous voulez communiquer à tous nos participants aujourd'hui, quel serait selon vous ce message principal? Sarah, peut-être vous la première, quel serait le dernier message à faire passer à notre public aujourd'hui? Eh bien, je dirais que il nous faut adapter les approches pédagogiques et de protection de l'enfance pour les différents groupes d'enfants. La localisation donc diffèrera selon les écoles. Il faut soit renforcer les écoles locales, renforcer les compétences des enseignants, faire de la gestion de cas particulières, des interventions plus critiques et peut-être plus coûteuses pour ceux qui sont en situation d'urgence et qui auront besoin d'activités ciblées et qui requièrent donc la collaboration des enseignants et des agents de la protection de l'enfance et qui ont donc besoin de plus de temps pour une transition. Il ne faut pas exclure l'un ou l'autre. Il ne faut pas en tout cas exclure les interventions qui coûtent plus cher. Parce qu'encore une fois, là, on parle d'enfants dans une situation de risque beaucoup plus élevée. Merci beaucoup, Sarah. C'est un point primordial en effet. On passe à Ahlam. Donc, quel est le message principal que vous voulez faire passer à notre public aujourd'hui? Merci. Il faut œuvrer au développement des activités de protection de l'enfance et des activités pédagogiques pour des résultats plus efficaces, car ces deux éléments sont complémentaires. Ce sont des droits fondamentaux pour l'enfant, la protection et la sécurité de l'enfant. Merci beaucoup, Ahlam, pour ce message final. Et Sundus maintenant, quel est votre message de conclusion à notre public aujourd'hui? Comme dans l'initiative Abjad et grâce à notre expérience, nous avons voulu montrer ce modèle, comment nous avons procédé et montrer à quel point l'éducation doit se poursuivre et permettre une intégration entre enseignement et protection de l'enfance. Cela peut être plus abordable si on réussit cette intégration entre enseignement et protection de l'enfance avec des activités beaucoup plus ciblées qui pourront cibler mieux les enfants qui requièrent notre protection. Et notamment ceux qui sont dans des situations très complexes. Votre conclusion pour aujourd'hui? Merci, Mike. Dans des situations de conflit, il me semble qu'il est important d'intégrer les deux secteurs, donc l'éducation et la protection de l'enfance. Parce que beaucoup de ces enfants ne vont pas à l'école à cause de leur situation de vulnérabilité. Et donc, on ne doit pas traiter ce problème uniquement avec l'école. Si vous voulez, beaucoup de ces enfants quittent l'école à cause de ces vulnérabilités. Et les intégrer nous permet de mieux répondre à leurs besoins, chose que l'on ne peut faire si on n'a qu'un seul angle d'attaque. C'est pourquoi il nous faut renforcer les capacités de chacune des parties prenantes
engager les communautés, les services étatiques, mais également renforcer les capacités des personnels en charge des projets pour trouver des idées nouvelles, des activités qui soient pertinentes selon le contexte. Paul, what key takeaway message would you like to Merci deliver? beaucoup pour votre contribution. Paul, quelle est la leçon que vous voulez qu'on retienne aujourd'hui? Je vous remercie. Je dirais pour ma part que nous travaillons tous dans des environnements différents. Je travaille par exemple avec les enfants les plus vulnérables. Donc j'aimerais vraiment encourager tout le monde à réfléchir à nos interventions. Quelle que soit notre intervention, ça fait une différence pour les bénéficiaires. Donc, je vous invite à continuer votre travail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Je pense que maintenant, avec ce dernier message de nos experts aujourd'hui, nous allons arriver doucement vers la conclusion de cette session de questions et réponses qui était vraiment vivante. J'ai appris beaucoup de vous, les experts. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et je sais que certaines questions n'ont pas encore obtenu de réponse en raison du temps, mais nous allons nous assurer que nous les transmettrons bien à nos experts pour qu'ils puissent y répondre plus tard. Je vous remercie beaucoup et je repasse la parole à Amanda. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Les discussions étaient vraiment enthousiastes et je suis pleine d'énergie. J'ai envie de passer directement à la phase de mise en place, en entendre davantage des autres participants. Si vous pouviez rester en ligne quelques instants supplémentaires, David, notre producteur, a quelques annonces à faire. Je vous remercie tous pour votre participation, pour votre engagement.